chef de service, Dr. Bendy, et l'agrégé, aussi devenu professeur. Félicitations. Alors, c'est une équipe qui a prélevé une équipe de prélèvement de greffe en Tunisie qui ont réalisé cette année, en 2019, toute l'équipe, bien sûr, part aussi pour la promotion de la transplantation d'organes, 16 prélèvements d'organes et de tissus sur donneurs décédés ayant permis de sauver presque une cinquantaine de vies, 10 greffes hépatiques, 7 greffes de cœur, 31 greffes de rein et donner la vue à une trentaine de greffés de cornée. Alors je vous souhaite la bienvenue et j'espère que les débat qui va suivre tout à l'heure les témoignages qu'on va voir et la présentation des documents derrière et aussi la présentation et ici la présentation de professeur Sabrine Junius, l'assistante hospitalière universitaire en chirurgie pédiatrique sur la coopération tuniso-française en matière de transplantation hépatique. Alors, le programme consiste en premier lieu, j'ai oublié de vous remercier Madame Inès de Briand, attachée de coopération technique à l'Institut français de Tunis. Alors, le programme consiste à échanger, à débattre et à témoigner aussi par les témoignages autour de la question du don d'organes. Une lettre d'un des receveurs, une autre lettre d'un membre de la famille d'un donneur. Alors, on a deux enfants qui vont jouer le jeu aussi avec vous. Vous n'êtes pas le seul, M. Emmanuel Noblet. Alors, ça va être interprété ou lu, si j'ose dire, lu par Eya Fatma Talbi et Mohamed Lier Fifi. L'état des lieux et les perspectives d'avenir de la transplantation d'organes en Tunisie, ce sera par Dr Gerger, et la coopération tuniso-française en matière de transplantation hépatique, comme je viens de le dire, qui va nous être présentée par Dr Sabrine Ben Youssouf. Aussi, n'oublions pas les témoignages qui changent énormément par rapport aux idées reçues sur le don d'organes et sur toute la notion du transplantation. Alors, le témoignage d'Arabil Razoueni, qui est attaché de presse au sein du ministère des Affaires culturelles à Jandoub, que je salue. Aussi, il y a le témoignage de Wahid Mansour, qui est un danseur. Alors, Arabil a été greffée, c'est-à-dire transplantée hépatique en 2008, elle avait 29 ans, et aujourd'hui 29 ans ou 28 ans, qui est l'âge de Wahid Mansour, et qui est en attente d'être greffé. Il a une insuffisance rénale depuis 1 an. Alors je vous souhaite tous le bienvenu, et on commencera par la lettre d'un des receveurs, avec Eya Fatma Talbi. Chère famille de mon précieux donneur, j'ai été greffée de l'un des reins qui appartenait à une personne que vous aimez. Je pense à vous et à la preuve que vous traversez. Avant de tomber malade, j'ai été très active. De la voile, de la moto, une vie bien remplie. Et tout s'est arrêté brutalement. Depuis 3 ans, j'étais l'ombre de moi-même. Et ma vie ne valait plus le coup d'être vécue. En écrivant cette lettre, je pleure comme j'ai pu le faire bien des fois, en pensant qu'une personne allait décéder pour me permettre de revivre. J'aurais aimé savoir qui il était, ses qualités et ses rêves. À travers moi, elle va continuer son chemin. Mille merci du fond de mon cœur. Vous me permettez de serrer très fort dans les bras des gens que j'aime et d'envisager un avenir. Voir grandir mes enfants et un jour mes petits-enfants. La personne qui vous a quitté sera maintenant une partie de moi. Et pour honorer sa mémoire, je compte être meilleure auprès des autres. Je veux être digne de ce don. Aucun mot ne pourra vous consoler de votre tristesse. Mais soyez conscients que grâce à votre geste, c'est une vie de sauver la mienne. Et maintenant, c'est à toi, Mohamed, de lire ta lettre. Cher receveur,
Votre lettre est magnifique, bouleversante et pleine d'espoir. Je la garde précieusement et la relis souvent. Mon premier merci va vers elle. Après toute une vie consacrée à l'hôpital, elle nous avait convaincus, il y a longtemps, de l'évidence des dons d'organes. La décision était en elle bien avant le train, et ça nous a beaucoup aidés. Après plus d'1 an maintenant, la douleur est encore là. Tous les jours, différente. Mais de vous savoir en bonne santé nous fait du bien. À moi et mes 2 gars. Il y a des similitudes entre votre vie et la sienne. Il adorait la moto et la voile également. J'espère que ces qualités humaines vont s'ajouter aux vôtres. Mais ne cherchez pas à être digne de ce don, car vous l'êtes déjà. Soutenez seulement plus que jamais le corps médical, lui qui est si mis à mal par nos dirigeants. Je vous souhaite 1000 projets, les plus fous, les plus beaux et peut-être les plus simples. Merci. Et maintenant, on appelle le professeur Gaguerre pour sa présentation sur l'état des lieux et les perspectives d'avenir de la transplantation d'organes. À vous la parole. Merci Harold. Mes chers maîtres, mes chers amis, mes chers collègues, tout simplement, je suis content et fier. Je vais passer rapidement pour laisser le temps nécessaire au débat et permettez-moi de vous donner une petite idée sur cette activité de transplantation d'organes et de tissus en Tunisie. Comme vous le savez, la transplantation d'organes, c'est une alternative thérapeutique qui est coûteuse et qui est sophistiquée, c'est la médecine de pointe, mais qui doit être, bien sûr, réalisée dans le respect complet du cadre légal, éthique et juridique. Et heureusement, cette activité, c'est une activité qui est multidisciplinaire. Pour l'historique, pour vous donner une idée sur cette activité en Tunisie, eh ben, on a commencé depuis 1948 par la première greffe de cornée par le feu professeur Aderas. C'était à l'hôpital Charles-de-Gaulle. Puis par la suite, 1986, précisément le 4 juin, c'était la première transplantation cardiaque qui est faite par l'équipe de l'hôpital Charles-de-Gaulle, dont le professeur Renard est assisté. Renard. En 1993, c'était la première transplantation cardiaque par l'équipe de l'hôpital militaire de Tunis. Puis en 1993, c'est la première transplantation combinée rein-pancréas. Et en 1998, c'était la première transplantation hépatique. La première transplantation pulmonaire, c'était en 2013. Puis en 2017, on a un programme qui est très ambitieux qui a commencé, c'était la transplantation hépatique pédiatrique. Donc, bien sûr, pour promouvoir le don et la transplantation d'organes en Tunisie, donc il faut toujours, et j'insiste, de respecter le cadre législatif, les règles de bonne pratique et, bien entendu, la transparence et l'équité. Le Centre national de la promotion de transplantation d'organes a été créé par une loi. Et parmi les missions de ce centre, c'est proposer les modalités pratiques de prélèvement, de conservation et de transport, et bien sûr transplantation d'organes humains, de promouvoir le don en participant à l'information, à la sensibilisation du grand public et de participer évidemment à la formation du personnel de corps médical, paramédical qui est concerné par cette activité. Et bien sûr, de tenir un registre central sur lequel sont inscrits les patients en attente d'une transplantation d'organes, de greffe de tissus et attribuer des greffons aux personnes dont l'état de santé l'exige. Bien sûr, il y a tout cela dans le cadre législatif et même la mention d'honneur sur le cadre d'identité nationale, ça a été bien sûr promulgué par une loi en 1999. Puis il y a des arrêtés bien sûr ministériels pour dire que c'est une activité qui est bien réglementée en Tunisie. Pour les hôpitaux qui sont autorisés pour le prélèvement de transplantation d'organes, c'est surtout pour la transplantation rénale. On a 6 centres, bien entendu, dans notre pays. Pour le cœur, il y a 3 centres, l'hôpital militaire, l'hôpital d'Arab et l'hôpital de Saint-Doul-Sousse. Et pour la transplantation hépatique, 2 centres pour la transplantation hépatique pour les adultes et un centre pour la transplantation hépatique pédiatrique. Pour le moment, on a un seul centre. La transplantation rénale, rapidement, en Tunisie, quelques chiffres
qui sont choquants, bien sûr. On a actuellement 11 000 dialysés en Tunisie, bien entendu. Et si vous voyez donc l'évolution de la transplantation rénale en Tunisie, donc on a une augmentation très progressive, bien entendu, jusqu'à l'apogée en 2010, mais par la suite, après la révolution, c'était une diminution de nombre de transplantations rénales. Je passe rapidement pour vous dire que malgré les bons résultats de greffe à partir de donneurs vivants, c'est notre particularité, surtout en Tunisie en matière de transplantation rénale, mais on ne peut pas promouvoir la transplantation d'organes sans un programme de transplantation à partir de donneurs décédés, bien entendu. La transplantation hépatique, donc rapidement, les chiffres ne sont pas, ou bien le rythme n'est pas très accéléré par rapport aux autres pays, surtout les pays développés. La transplantation cardiaque, malheureusement, on n'a pas de registre, parce que ce sont des malades qui décèdent rapidement, bien entendu, et on a fait peut-être 17 transplantations cardiaques avant 2004, mais la bonne nouvelle, c'est que la transplantation cardiaque a été reprise le 25 avril 2019, après un arrêt de plus de 15 ans. La transplantation pulmonaire, on a fait 2 transplantations pulmonaires uniquement, 2013-2014. Les avantages de la transplantation d'organes, inutile de vous donc rappeler que, bien sûr, c'est le traitement de choix de l'insuffisance organique terminale. Ça permet de retrouver un état de santé satisfaisant, de reprendre une activité professionnelle, une activité scolaire, bien entendu, avec les autres avantages, avec une augmentation, bien entendu, de l'espérance de vie. Et c'est le meilleur moyen, même du point de vue économique. Passons aux exploits de 2019. Donc, on a fait 16 prélèvements multi-organes, ce qui a permis la reprise de la transplantation cardiaque et encore transplantation cardiaque dans les établissements publics. Et on a réalisé en 2019 7 transplantations cardiaques, 10 transplantations hépatiques et 31 transplantations rénales. Donc ce sont des exploits extraordinaires. Inch'Allah, on continue bien sûr de la même façon. Quelles sont nos perspectives rapidement? C'est de promouvoir toujours la transplantation. C'est un secteur toujours qui est précaire, donc il faut une sensibilisation bien sûr qui continue et n'est pas épisodique. La transplantation, pourquoi pas rénale, préemptive, sont passées par la dialyse. La transplantation combinée, c'est dans notre programme, le foie et le rein, le cœur et le poumon, et les reins et le pancréas. Et bien sûr, je suis un pédiatre, donc je défends toujours la transplantation pédiatrique, bien entendu. Et le changement du texte, on espère, après un grand travail, bien sûr, de sensibilisation et de préparation de notre population, bien entendu. Merci pour votre attention. Là, c'est une petite idée sur l'activité de transplantation d'organes en Tunisie. J'appelle Dr Sabine Benius pour qu'elle nous parle de la coopération tuniso-française en matière de transplantation hépatique pédiatrique. On va voir sa présentation. Sabine Benius est une assistante hospitalo-universitaire en chirurgie pédiatrique à Monastir, c'est ça? Alors, je tiens aussi à remercier, je vois une équipe qui est soudée, l'équipe de néphrologie de la RAPTA, qui sont là, avec à leur tête Dr Ben Abdallah. Charles Nicole, désolé. La RAPTA, on est influencé par la chirurgie cardiaque. Allez, enchantée aussi. Lina Benveni est ici aussi. Elle est avec son papa, avec ses parents. Si on lui souhaite la bienvenue aussi. Alors ça arrive. Bonsoir, ravi d'être parmi vous. Je tiens à remercier le comité d'organisation de nous avoir offert cette opportunité
notre expérience en matière de transplantation hépatique pédiatrique en Tunisie suite à une coopération franco-tunisienne. Le début de l'histoire, c'était en 1996, où donc professeur Mori, le chef de service de chirurgie pédiatrique à Monastir, a pris connaissance avec M. Chardot lors d'un passage dans le service de chirurgie pédiatrique à Kremlin-Bicêtre. Après, donc, l'équipe de chirurgie pédiatrique de Monastir a commis plusieurs projets en matière de chirurgie et de formation des résidents en chirurgie pédiatrique et même dans d'autres spécialités. Et donc témoigne le recrutement et le nombre de malades recrutés du centre et du sud tunisien, traitant des pathologies variées et parfois complexes. La bonne entente au sein de notre équipe a permis d'enrichir l'équipe qui dénombre aujourd'hui 5 professeurs, 4 agrégés et 5 assistants. Nous assurons aussi la formation universitaire de 8 postes de résidents et 6 postes d'internes en médecine. Donc, pour le rapport annuel d'activité, nous assurons 4300 hospitalisations par an, 6500 consultations et 4000 interventions chirurgicales. Donc, la chirurgie hépatique, elle constitue un défi, vu sa complexité, et donc pour de nombreux chirurgiens. Et nous avons réussi à traiter plusieurs pathologies hépatiques, à savoir tumorales, bénignes ou malignes, congénitales ou bien acquises, notamment à savoir le kyste de foie, dont on est un pays endémique. La transplantation hépatique, c'est une chirurgie de pointe qui permet de soulager la souffrance des enfants souffrant d'hépatopathie chronique au stade de cirrhose, et bien sûr de leur entourage, les parents et même le médecin traitant, qui parfois se voit incapable de traiter un enfant au stade d'insuffisance hépatocellulaire et dont le seul espoir de vie pour lui, c'est la transplantation hépatique. Car les enfants qui sont porteurs de cirrhose décèdent dans un tableau d'insuffisance hépatocellulaire ou bien, par chance, ils peuvent être transférés à l'étranger. Comme vous le savez, la longueur de la procédure administrative est le coût important pour la société. Donc, on a envisagé l'instauration de ce programme. En 2013, plusieurs réunions ont été établies et on est arrivé à obtenir l'accord du CNPTO, donc grâce à vous, donc, pour instaurer ce programme à Monastir. Et depuis, plusieurs réunions et staff multidisciplinaires avec nos collègues français ont eu lieu afin de bien établir un programme pour ce projet. Des stages de perfectionnement pour les médecins, dans les différents services de chirurgie viscérale à Paris, aussi à l'école francophone de prélèvement multi-organes. Et en 2016, on a obtenu l'avis favorable du docteur Saïd Lahadi, l'ancien ministre de la Santé. Et une visite des lieux a été faite par professeur Chardot et professeur Charki, les représentants de l'équipe de chirurgie pédiatrique et de l'équipe de chirurgie d'adulte en décembre 2016. Ils ont pris connaissance avec différents intervenants dans ce programme. Pour l'équipe française, elle est représentée par professeur Chardot et Carmen Capito en matière de chirurgie viscérale, pédiatrique. Adulte, c'est professeur Cherki, en anesthésie réanimation Stéphania. Les instrumentistes aussi. La réanimation pédiatrique par Dr Renouveau et ses collaborateurs, et en radiologie par professeur Francky. L'agence de biomédecine nous a toujours exprimé leur soutien. La chaîne de l'espoir nous a aidé en fournissant les équipements médicaux et paramédicaux nécessaires pour la réalisation de la transplantation, ainsi que les différentes structures sanitaires et universitaires françaises. Un accord de coopération internationale a été établi entre l'APHP, l'assistance publique des hôpitaux de Paris, et l'hôpital Khatoun Abdel-Tiba à Monastir. Donc, la transplantation hépatique pédiatrique à Monastir, c'est le résultat d'une collaboration avec multiples intervenants et donc surtout nos amis français. Et ce n'est qu'en novembre 2017 que nous avons programmé la première greffe hépatique pédiatrique à partir d'un donneur vivant qui doit être soit la maman, soit le père. Et là, comme vous le voyez sur cette photo, là, c'est nos amis français, c'est professeur Chardot et Lise, et donc professeur Marie qui était à leur accueil à l'aéroport. Et comme vous voyez, les cartons nous ont aidés en fournissant des équipements médicaux et paramédicaux pour la réussite de la greffe hépatique.
Donc, brièvement, je vais parler du premier cas. C'est un petit de 18 mois qui était au stade de cirrhose hépatique. Le donneur était le papa et vous voyez le sourire du père, vu qu'on va offrir vraiment une deuxième chance de vie pour son fils. Là, c'est l'acte opératoire, le prélèvement du lobe gauche, la préparation du greffon. Là, c'est un foie pathologique du petit bébé. Là, c'est les anastomoses vasculaires qu'on réalise. Et là, le foie du papa est bien coloré après le déclenchage vasculaire. Donc, l'intervention a duré aux environs 10 heures. Je profite pour saluer Dr Sané. Je n'ai pas oublié, mais bon, c'est Dr Gaga qui est à la cause de ça. Hein. Voilà, je salue un professeur qui est orthopédiste, Aziz Rahman, et il est aussi derrière les œuvres concernant l'histoire de la médecine en Tunisie. Encore, je vous souhaite la bienvenue aussi, avec tous ceux qui sont présents ici. Désolée. Problème, oui, je m'excuse pour ce problème. Donc, l'intervention a duré 10 heures. L'expérience a continué, vous voyez le nombre de fois pathologique. Donc là, c'est une petite âgée de 7 ans qui avait la maladie de Crigler-Najjar, qui a été transplantée. Là, c'est une deuxième âgée de 8 ans. Là, donc, sur cette photo, vous voyez, c'est un papa donneur. Il agit en post-opératoire, il va bien. Malgré l'inconfort, les douleurs post-opératoires, il est tout de même content. Dès qu'on a annoncé que sa fille allait bien, agir en post-opératoire. Là, vous voyez le papa avec sa fille le jour de la sortie. Là aussi, pareil. Donc là, c'est une photo que je trouve vraiment très touchante. Là, c'est une maman donneuse, c'est la J5 post-opératoire qu'elle passe voir son fils, qui lui tient la main pour qu'il tienne bon, pour bien se rétablir. Là, c'est une fille le jour de la rentrée scolaire qui va bien, on est pratiquement à 1 an post-opératoire. Donc, récapitulons, notre série dénombre aujourd'hui 13 transplantations dans l'âge de nos malades entre 18 mois et 12 ans. La durée moyenne d'hospitalisation est donc 2,8 jours. Tous les donneurs vont très bien. Et donc la survie de nos malades ainsi que des greffons est à 84%, ce qui est dans les normes internationales avec un recul entre 4 mois et 19 mois. Donc le travail de la transplantation hépatique, vraiment c'est pénible, mais le fait de voir un enfant dans les bras de sa mère le jour de son extubation, vraiment, ça allège vraiment de la tâche qu'on fait pour sauver ces petits-enfants. Là, comme vous le voyez, c'est donc la visite journalière au lit de malade. En plus de la chirurgie, de la réalisation de la transplantation hépatique, on profite de ces réunions avec nos amis français pour des réunions scientifiques permettant de discuter des dossiers en pré-greffe, en post-greffe et bien sûr d'évaluer ce parcours de collaboration à chaque fois qu'on se réunit pour faire une greffe. Tout en sachant qu'on essaye de maintenir le rythme d'une greffe par mois, mais parfois, suite à des imprévus, on est amené à annuler les interventions. En dehors de l'hôpital, c'est une relation amicale, vraiment amicale, avec nos différentes familles. Donc c'est vraiment une ambiance magnifique de travailler ensemble. La coopération a permis de sauver, jusqu'à nos jours, 11 enfants tunisiens souffrant d'hépatopathie chronique. Elle a permis aussi de démystifier la transplantation hépatique pédiatrique. Elle a aussi des retombées scientifiques pour faire passer la connaissance aux médecins jeunes et encore moins jeunes, tout en travaillant dans une ambiance amicale.
Je tiens à exprimer notre reconnaissance pour le soutien inconditionnel par l'Agence de biomédecine et la chaîne de l'espoir qui nous ont soutenus tout au long de ce parcours, malgré les conditions difficiles de notre pays, comme vous le savez. La continuité de ce projet vraiment est indispensable afin de répondre aux demandes qu'on reçoit pratiquement de façon quotidienne, même d'autres pays comme l'Algérie, la Libye, et donc afin d'élargir cette expérience. Donc faire une il y a un début, rester ensemble c'est un progrès, travailler c'est la réussite. Et merci. J'appelle Dr Gaguerre et M. Emmanuel Leblé de rejoindre nos sièges. Avant de passer au débat, on passe au témoignage qui fait changer énormément. Il n'y a pas mieux que ceux qui ont vécu ces expériences d'insuffisance d'un organe et de recevoir un organe d'un vivant ou d'un mort encéphalique. Je suis cérébrale, je comprends beaucoup de choses. Je n'ai pas le droit de me tromper en votre présence. J'appelle Abir Razouel pour nous parler de son expérience, de ce qu'elle a vécu, comment elle a vécu avant qu'elle soit greffée. Elle est transplantée hépatique à l'âge de 29 ans. Je ne vais pas compter l'âge. Et tu m'as dit que ton âge a commencé en 2008. Ah oui, Donc elle a commencé. exactement. Bonsoir à tous. Et, 2 et 19, ça fait 2 et 20, ça fait 22 ans. Oui. C'était en janvier. Tout le monde attend le 1er janvier pour commencer à compter l'année. Mais moi, l'année commence le 29 janvier, vers la fin. C'est le 29 janvier que j'ai reçu cette précieuse offrande, ce foie d'un anonyme que je ne connais pas. Voilà. Tout à l'heure, je suis, pour me présenter, je suis Razouel Yarambil, greffée du foie. Ça fait 11 ans que je bénéficie d'une greffe du foie. Des compétences tunisiennes, purement tunisiennes, à l'hôpital Mangissim Massa. Et mon docteur est là, et j'aime bien le saluer, monsieur le docteur. Et notre relation avec le médecin, c'est pas curative, elle est affective, curative. Voilà, il y a une affinité, il y a une parenté, quelque chose de magique que je n'arrive pas à exprimer. Tout à l'heure, il y avait des statistiques, des chiffres, et des courbes, et des accords et des conventions. Mais derrière tout ça, derrière notre réunion, derrière tout ça, il y a des histoires qui sont dans les coulisses, dans les familles, dans les gens qui se déplacent, dans les gens qui vivent dans les couloirs, dans les gens qui vivent dans les hôpitaux en attente de greffe. La greffe, c'est pas une maladie qui touche quelqu'un de la famille et il souffre seul. Quand il s'agit d'une greffe, c'est toute la famille qui souffre. C'est toute la famille, elle est bouleversée par le fait que leur cher enfant doit avoir un foie. C'est pas facile en Tunisie de bénéficier d'une greffe. Et pour commencer, c'était en 96. En 96, on a découvert ma cirrhose du foie. Et en 96, il n'y a pas de greffe hépatique en Tunisie. Alors, c'était pour moi, c'était la mort. C'était très difficile, à l'âge de 17 ans, d'accepter que je vais mourir. Il n'y a pas une lueur d'espoir que de faire une opération à l'étranger, que mes parents n'ont pas les moyens de le faire pour moi, pour me faire
voyager en France et tout ça. Même le fait de se déplacer de mon petit village à Jondouba, ici à la Tunisie, à Tunis, à la capitale, c'était très dur pour nos moyens qui sont très faibles. Et je me suis, en 98, c'était la première greffe hépatique. Et là, il y a une petite lueur d'espoir qui est entrée dans ma vie. Là, j'ai commencé à trébucher, à chercher. À chaque fois que j'ai mon dossier, je cherche dans mon dossier, qu'est-ce que des nodules? Ah, splénomégalie, c'est quoi splénomégalie? J'entre sur Internet, sur le web, et je cherche, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et j'étais dans un labyrinthe de mots techniques et de jargon médical, alors que moi, j'avais 18 ans. Et j'ai, pour ça, étudié la langue française pour connaître et pour savoir lire les articles en français. J'ai choisi de faire mes études en langue française. C'était 2 ans, juste 2 ans, à la faculté des sciences humaines et sociales, et la maladie a tout arrêté. J'ai pas pu terminer, alors j'ai pas pu même bouger. Ça c'était une cirrhose hépatique. Mon ventre était comme ça, avec une ictère jaune, et mes binômes au foyer, ils me regardaient comme ça. Il y avait un saignement dans les dents et qui me cause un grand problème. Il y a des gens qui se méfient de moi, et c'était très difficile de vivre avec des gens et de partager une chambre avec des gens qui ne veulent pas te toucher. Et j'étais moi aussi, je fais attention à leur hygiène pour ne pas les blesser ou pour ne pas... Je ne savais pas, la cirrhose, elle est due à quoi? Je ne sais pas si c'est l'hépatite A, B, C, je ne sais pas si c'est contaminant ou ça, et je compte sur moi pour chercher et pour connaître cette maladie et ce fléau qui me prend dans ma jeunesse, qui arrête mes rêves, qui arrête tout. Je ne pouvais pas même penser à demain. Mon seul cible, c'était un foie. Le foie. Quand mon ancien foie n'accomplissait plus ses fonctions, j'ai tâché à le remplacer. Mais ça a été sans eux. Un foie tarissait pendant qu'une foie se nourrissait. J'avais la foi qu'un jour, je vais être chanceuse et avoir ce don-là. Et mon médecin, et que je dis qu'il est psychologue, gastro-entérologue et chirurgien. Il a assuré ces 3 fonctions, ces 3 tâches, pour me rassurer, pour m'entendre. Parfois, les contrôles, c'était juste pour voir les analyses et ne rien dire, qu'on essaye de trouver. Avec les bistouris, ils ont fait un foie ils ont mis une pierre inaugurale. Ils n'ont pas une pierre tombale. Voilà. Je suis très émue parce que à chaque fois que je parle de la greffe, c'est le film qui passe devant mes yeux et je me rappelle mes amis qui sont partis. On passe ensemble des semaines et des semaines et on se raconte les histoires et on attend ensemble, mais une nuit, on passe le matin, elle est où Anis, elle est où Shoaib, elle est où Maïd. C'était la nuit d'hier qu'elle est passée. Mais tu as trompé de ton âge tout à l'heure, tu avais 12 ans. 17 ans. 12 ans par rapport à 2002, à 2008. Oui. J'ai 12 ans. Oui. 12 ans, c'est une renaissance, c'est une renaissance pour toi. Donc aussi, tu dois faire des amis nouveaux, tu dois renaître avec
tous avec Oui, nous, cet oui. environnement. Oui, c'était la Renaissance. Après la greffe, c'était une nouvelle vie. J'étais 12 ans, je garde mon lit et je regarde le mur. Je ne me fais pas des amis. Il y a l'hôpital ou chez moi à la maison. Mais après, avec, j'ai une vie très, très, très mouvementée. Vie associative, et j'ai remporté 3 médailles internationales en sport. J'ai remporté une médaille en Suisse. J'ai escaladé les Alpes. J'ai appris à faire du ski. Voilà, c'était pendant une quinzaine de jours. J'ai appris c'était pour nous, le ski c'est exotique, quoi, comme on dit. Et j'ai appris en quinzaine de jours, oui, en quinzaine de jours, j'ai appris à faire du ski. Et j'ai remporté les médailles. J'étais blogueuse. Je suis la blogueuse numéro 1 à Jean-Louba. Je suis photographe. Je faisais chaque semaine des randonnées. Et à chaque fois qu'il y a une randonnée, je me dis, allez les filles, vous êtes paresseuses. Et regardez-moi, j'ai fait une greffe. Vous êtes paresseuses. Regardez-moi, regardez mon courage. Et à chaque fois que je monte sur des monts ou tout ça, dans les sommets, je me dis, regardez qu'est-ce que j'ai fait. Voilà. Parce que j'ai bien cherché dans le jargon, j'ai appris le jargon médical, j'ai écrit un poème avec le jargon médical que j'appelle hymne des greffés hépatiques. Un cirrhotique a besoin de diurétique. L'albumine lui sera nécessaire et précieuse qu'on lui transférera par voie intraveineuse. Quant aux varices de l'œsophage, on les contrôle par des largages. Des séances de ligature se feront au fur et à mesure. Pour l'hypertension portale, un bêta-bloquant peut aider à la rendre normale. Cyanose, dyspnée des forces, plénomégalie sont aussi les symptômes de la maladie. L'encéphalopathie et les comas sont à craindre, mais avec le Dupalac, elles seront moins à plaindre. Et une fois greffé, pour éviter tout rejet, on administre des immunosuppresseurs à prendre toutes les 12 heures. Sa bonne mine dépendra de la cyclosporine, qu'on va gérer sa dose avec des analyses avant toute chose. Des contrôles réguliers, des soins particuliers, nous attacherons à vie à notre service chirurgie. Et voilà un hymne au donneur. Donneur est un titre d'honneur. Quand un geste qui vient du cœur, il cause à autrui bonheur. Pourquoi tant d'hésitation et de terreur? Pourquoi cette réticence et cette peur? Arrêter aux autres une fatale douleur, n'est-il pas un geste de grandeur? Et pour terminer avec le troisième hymne, c'est hymne au docteur. Cet homme, docteur Moussil, docteur Alfala, docteur Boubak, cet homme à tous les porteurs de blouses blanches, cet homme à qui je dois ma survie, cet homme à qui je dois une reconnaissance infinie, cet homme grâce à qui je suis devenue une rose épanouie, cet homme à qui mon compte à rebours s'est arrêté lors d'une agonie en ralenti, cet homme dans son service j'étais une larve accueillie, cet homme qui a fait de moi une légende après avoir été une zombie. Cet homme, cet alchimiste qui a fait de monacite une eau de vie, par laquelle je suis ivre et ravie. Cet homme qui a enterré mon foie meurtri par la maladie. Cet homme est simplement mon docteur greffeur, professeur Dr Bessieri. Mon hommage à tous les docteurs, à tous les gens qui travaillent. Il y a toute une équipe de réanimation, de radiologie, de biologie, d'anatomie, immunologie. Il y a les infirmiers, il y a les ouvriers, un bataillon qui travaille pour une greffe d'organes. Et pour terminer avec la greffe, je dis que cette greffe, la greffe encore en Tunisie, elle n'a pas prouvé sa chance. La greffe hépatique qui fêtera bientôt ses 20 ans est encore en couveuse. La réanimation des consciences et les électrochocs
s'avèrent des tentatives non toujours salvatrices. Chaque malade, chaque nom sur liste est une histoire triste et noire, une espérance engourdie, une famille étourdie, une douleur assourdie, une volonté parfois lâche, parfois hardie. 12 ans à attendre, le souffle à suspendre. Heureusement, j'ai vu une nuit d'hiver froide, une main chaleureuse se tendre. C'était à 1h du mat que mon médecin m'a appelé pour me dire « Allô, c'est Razouine Rabir, pouvez-vous demain venir? Un foie sain peut vous appartenir. Vous n'allez pas mourir, vous cesserez de souffrir, c'est maintenant que sourit ton avenir. » Miséricorde divine. Dans ce que tu as dit. Encore merci et bon courage. Tu donnes un exemple pour les autres aussi. Alors j'appelle le danseur, notre danseur Wael Mansour, pour nous parler de son vécu avec son insuffisance rénale. Il a débuté depuis 1 an. Oui. Alors bonsoir. Je suis Wael Mansour, je suis à la base danseur. Ça fait plus que 10 ans. Je danse depuis 2004 et en fait mon seul problème c'est que je voyage beaucoup. J'ai fait presque la tour du monde. En fait j'ai passé en Europe, en Amérique, en France parce que je suis un danseur. Donc j'ai fait des résidences d'artistes partout dans des centres de chorégraphie, des centres de danse, etc. Et là un jour à minuit en fait, j'étais dehors pour prendre un sandwich et tout d'un coup, j'ai des maux de tête et j'ai en fait, des problèmes que c'est la première fois que je sens des sentiments de ce genre-là. Je suis allé à la Vicenne, clinique à Vicenne. J'ai fait quelques analyses et tout. Et là, je trouve que les hémoglobines, ils ont à 6. Donc, c'est très grave. Et j'ai pas d'oxygène, je peux pas même respirer, voilà. Et ils ont dit que je dois dormir la nuit ici pour voir c'est quoi le problème, etc. Et alors demain matin, avec le docteur Qais Haji, il a rentré dans ma chambre, il n'a pas envie de me dire que j'ai l'insuffisance rénale, parce que pour lui c'était choquant. Un danseur à mon âge, à 27 ans, à 28 ans, en fait, ma vie va s'arrêter parce que je peux pas voyager. Et même que quand j'ai envie de voyager, les séances de dialyse sont coûteuses. Il y a 300 € par séance. Donc c'est vraiment très coûteux. Et là, le docteur, il rentre dans ma chambre, il me parle, genre, il n'a pas envie de me dire que je vais aller à la dialyse demain. Et c'est obligatoire. Et en fait, j'ai parlé à lui et je lui dis que non, tu dois me dire tout, c'est quoi le problème, ce qu'il faut faire et tout. Alors, j'ai commencé ma première séance de dialyse et ça fait 1 an. En fait, je ne connais pas ce monde, je connais pas, je vois les machines, je vois le son des machines, je vois le son partout. Et le problème, c'est que dans le centre que je suis dialysé, il n'y a que des vieilles dames, et tu vois, c'est le seul jeune à l'âge de 27 ans qui est dialysé. Et quand je vois ça, et quand je vois tous ces malades-là, qui n'ont pas de l'espoir, qui font de la dialyse pendant 20 ans et 30 ans, et là je pose la question, est-ce que elle va faire de la dialyse pendant 30 ans? Est-ce que je vais vraiment rester vivant? Est-ce que peut-être je vais mourir? Parce qu'en fait, avec la dialyse, il y a des effets indésirables. C'est pas ok, tu fais la dialyse et tout, mais il y a peut-être tu vas avoir des problèmes de cœur. Moi, personnellement j'ai des problèmes de hypertension. Parfois, j'ai la tension à 25 et à 21. Donc, je suis obligé de faire des urgences et de prendre de l'oxène. C'est pour diminuer la tension. Aussi, je peux être touché par la diabète. Donc, dans tous ces problèmes-là,
Et en plus de ça, j'ai 27 ans, donc quand même je suis jeune et j'ai envie de partir dans la vie et créer mon futur, etc., etc. Mais là, tout est arrêté malheureusement. Parce qu'à la base, je suis danseur, donc j'ai besoin de l'énergie, j'ai besoin du... En fait, je peux pas être comme un jeune normal, tu vois. Et avec la fistule, je dois faire attention parce que si la fistule va s'arrêter, là on passe à la cathéter, et il y a d'autres problèmes, tu vois. Mais avec tout ça, en fait, j'ai de l'espoir, il n'y a pas de problème, c'est comme ça. Donc, et j'ai de la chance que je suis suivi par monsieur le docteur Taïb Ben Abdallah à l'hôpital Charles Nicolle. Je suis en fait disons, le jeune gâté là-bas, parce que même je peux prendre sans rendez-vous, sans rien, et je suis toujours... donc vraiment, il était très... Chuchoté. Chuchoté, donc. Ouais. Donc il me dit non, voilà, passe, demain, après-demain, pas de problème. C'est le fait juste de trouver des solutions. Je sais que la procédure, elle est très longue. Ça fait 1 an et quelques. Je fais en fait, la procédure, les procédures législatives, les procédures... mais j'attends vraiment le jour où le docteur Benata, ou je ne sais pas qui va m'appeler, mais il va me dire, voilà, tu as le rein. Tu dois être opéré demain, après-demain, pour faire, en fait, ou pour sentir le goût de la renaissance, parce que quand même 3 fois par semaine et 4 heures de dialyse, c'est pas facile, hein. Et de rentrer fatigué et dormir toute une soirée, et demain aussi tu es fatigué parce qu'on est sous machine, voilà, donc pour moi, en fait, il faut garder de l'espoir. Il faut oublier que je suis dialysé, en fait. C'est vrai que j'ai quelques problèmes dans le travail, etc. Je ne peux pas voyager, parce que je suis un danseur, donc j'ai besoin de l'effort physique. Mais en fait, j'ai de la chance, en même temps de la danse, je fais de l'école de cinéma. Et là, prochainement, je monte ma boîte de production pour produire des films. Et mon premier film sera sur la greffe. Voilà. J'espère aussi que ces témoignages aussi ajoutent beaucoup de choses pour ceux qui connaissent de près ou de loin ce que ça veut dire quelqu'un qui a une insuffisance d'un organe, et aussi ceux qui décèdent et qui sont en mort cérébrale et qui redonnent la vie à d'autres personnes. Je profite pour inviter Lina Belmeni, elle est blogueuse, pour nous parler de son expérience aussi. Bonsoir tout le monde, merci. Bon, j'ai pas prévu de témoigner. Improvisation. Mais je vais le faire quand même. Tout d'abord, je commence par remercier à tous les médecins et le staff médical, les infirmiers, les paramédicaux, les ouvriers de l'hôpital Charles Nicolle, à leur tête, professeur Abdallah qui est là. Merci beaucoup. Donc moi j'ai eu une insuffisance rénale suite à un lupus. J'ai eu le lupus à l'âge de 11 ans en 1995 et 10 ans après en 2005. Donc j'ai perdu mes 2 reins. À l'époque j'étais étudiante à la faculté des sciences humaines et sociales de Tunis. J'étudiais l'anglais. Et j'étais, je préparais, c'était la terminale, quoi, je terminais. Donc, ça a été très difficile pour moi, c'était pendant le 2e semestre, au lieu de continuer à faire mes études, je me suis retrouvée dans un lit d'hôpital, donc à l'hôpital Charles Nicolle. Et à l'époque, je devais passer mes examens et préparer mon mémoire. Donc ça a été très difficile pour moi, surtout que j'étais, à l'époque, j'étais très brillante et j'étais première de ma promotion.
Mais grâce à ma famille et grâce à mes médecins, j'ai pu terminer cette année-là, j'ai pu même préparer mon mémoire sur un lit d'hôpital. Donc, mes médecins m'ont accordé la permission de sortir pour passer mes examens avec une seule condition, c'est le fait que mon père mon père m'attende devant ma salle d'examen à chaque fois. Donc, pour m'emmener en urgence à l'hôpital qui était à côté, donc 9 avril et Charles-Nicolle. Donc, moi, j'étais à l'intérieur de la salle d'examen et mon père m'attendait. Il passait chaque épreuve avec moi. C'était pas facile du tout. Mais il faut dire que ça, c'est juste une partie parce que toute ma vie a changé, a basculé. Moi, j'étais vraiment sportive. J'avais une vie sociale très très riche, je sortais beaucoup, je voyageais, j'avais plein d'amis, mais tout cela a changé après cette insuffisance rénale. Donc ça a été très difficile, surtout que j'avais choisi de faire la dialyse péritonéale, donc c'est presque quotidien. Je me reposais une fois par semaine, ça me prenait entre 8h et 10h de dialyse par jour, par 24 heures. Donc il fallait que je change tous mes programmes, toute ma vie pour m'adapter à ces conditions-là. Mais voilà, grâce à une greffe rénale, et c'est ma mère qui m'a donné un rein, donc c'est un donneur vivant. Mais il faut dire que j'ai la chance d'avoir une famille qui me soutient vraiment parce qu'il y avait mon père, mon oncle et ma mère qui faisaient la compétition pour me donner un rein. Et ça, c'est une chance que d'autres personnes n'ont pas. Donc, et c'est ma mère qui a pu me donner ce rein. Et depuis, ma vie a changé de nouveau vers le meilleur. C'est grâce à cette greffe que j'ai pu continuer mes études, mon master, que j'ai pu être l'activiste et la blogueuse que je suis. Si je n'ai pas eu ce rein, je n'aurais jamais pu partir un peu partout dans les différents de la région de la Tunisie pour couvrir les soulèvements populaires, la révolution et tout ça. Ça m'a permis de revivre de nouveau, de me déplacer, de voyager, d'avoir une vie normale. J'ai pu aussi participer au sport, aux activités sportives des greffés en Thaïlande, en Australie. J'ai pu obtenir des médailles et c'est grâce à cette greffe. Maintenant, ça fait presque 13 ans que j'ai fait la greffe le jour de la Saint-Valentin. C'était le 14 février 2007 et je n'oublierai jamais cette journée. Donc, c'était ma mère, nous étions toutes les deux sur des brancards. On est entré dans la salle d'opération et l'une de celles que je n'oublierai jamais, c'est quand j'ai réouvert les yeux après la greffe, je respirais normalement, chose que je n'ai pas vécue pendant quelques années. Donc, et il y avait mon père derrière une vitre qui me faisait le signe de la victoire. Et j'ai senti que que j'étais née de nouveau. C'est pour cela que je signe toujours mes emails en disant que ma mère m'a mise au monde 2 fois. La première fois, on me demande naissance et la deuxième fois en m'offrant son rein. Bon, pour finir, moi, j'espère qu'un jour en Tunisie, les lois changeront. J'espère que le don d'organes sera automatique et c'est ceux qui refusent de le faire les mentionnent
sur leur carte d'identité et non pas le contraire. Et j'espère aussi que les lois soient plus flexibles en élargissant les donneurs et ne pas les limiter à la famille proche. Moi, j'ai une grande confiance en nos médecins, en nos cadres médicaux, donc je suis tout le temps en train de discuter et de débattre de cela sur les réseaux sociaux pour contrecarrer les rumeurs et le trafic de dons d'organes et tout ça. Et à la fin, je vous remercie beaucoup. Lina, quel est ton message pour Web? Il faut garder l'espoir. De toute manière, la médecine évolue et je pense que la mentalité est en train d'évoluer en Tunisie. Moi, je reçois tous les jours, tous les soirs, des messages de personnes qui me demandent pour comment faire pour inscrire le fait qu'ils sont donneurs sur leur carte d'identité. Maintenant, ça fait des années que je reçois ce genre de messages et je suis très très contente. Alors, vous plaidoyez pour ça? Oui, je le fais tous les jours. Je ne doute pas, je ne doute pas. À la même occasion, je remercie ton papa qui était derrière aussi ton témoignage, le témoignage de cette expérience. Parmi ceux qui étaient présents, et c'était vous qui avez appelé pour passer ces témoignages et pour parler de cette expérience des parents et de Lina. Merci beaucoup. Merci. Non, c'est toujours très touchant d'entendre les témoignages des receveurs, des donneurs aussi à travers la lettre qu'on a entendue. Et comme chacun à chaque fois parle aussi de cet appel des médecins, et de la vie d'avant, la vie d'après, le renouveau, moi ça fait partie des choses qui m'ont bouleversé à la lecture du roman, qui donnait envie de raconter cette histoire. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'assister à des témoignages et d'écouter les autres? Les autres, c'est-à-dire ceux qui sont concernés. Quoi. Oui, bien sûr. Moi, j'ai joué cette histoire-là 300 fois, et à chaque fois, il y a des paroles qui viennent après, les gens qui viennent. Moi, j'ai été greffé, des fois, les poumons, la cornée, et à chaque fois, enfin, ils sont tous dans une reconnaissance immense par rapport à la famille des donneurs, par rapport au progrès de la science, des médecins, et c'est des témoignages. C'était au moment de vos spectacles ou c'était avant? Alors après les spectacles, à chaque fois j'en rencontre, c'est sûr. Mais avant pour mettre en scène le spectacle, je suis allé au bloc opératoire pour voir comment ça se passe. Oui. Toute une réflexion sur le don d'organes. N'oublions pas que derrière chaque greffé, il y a un donneur. Une telle précision des techniques et du jargon médical que vous avez transformé en poésie, un vocabulaire médical que vous avez théâtralisé, devenu comme poème. On sait très bien que le livre contenait 400 pages, ça a été condensé en 1h20 ou 1h25. Un jargon médical, un texte qui prend au cœur le spectateur. Le spectateur aussi, vous le faites participer par l'imagination. Si vous nous parlez de cette expérience, avant de nous parler de ce que vous avez vécu, et quel était l'échange avec le spectateur tunisien. Alors dans l'ordre, d'abord, effectivement, en lisant ce roman qui est extraordinaire, Paris vivant, il y a effectivement 400 pages, et moi je le lis à l'époque où je cherche à faire un projet personnel, et en tournant les pages, le spectacle m'apparaît. Je me dis, c'est tellement passionnant, tellement émouvant, humain, généreux, une épopée de la médecine moderne et cette chaîne humaine dont on parle avec tous les intervenants qui sont là du début à la fin, tout ça dans une course de 24 heures où on déclenche le chronomètre. Et l'histoire se termine 24 heures après, alors que ce jeune surfeur a eu un accident et que la famille a accepté et que toute la chaîne hospitalière s'est mise en route et que la greffe a été faite et que
on a une femme de 50 ans qui repart avec le cœur d'un jeune homme de 20 ans. Le spectacle m'apparaissait au fur et à mesure des pages. Il a fallu donc couper, effectivement. J'ai ramené l'histoire à son cœur, si on peut dire, à essayer de faire beaucoup de cours. Et puis aussi, je me sers des outils du théâtre pour raconter. La vidéo donne des heures, le son raconte les voitures qui partent, les avions qui décollent et qui atterrissent, toutes ces choses-là que je n'ai pas racontées dès lors que la mise en scène le raconte, la lumière change et hop, on est dans le bureau pour l'entretien sur le bon organe. Voilà, là, ça c'était des outils de théâtre. Vous ne dites pas tout, mais il y a un échange avec le spectateur, c'est-à-dire par l'imagination. Et à couper le souffle, on m'a dit qu'il n'y a pas eu de break. C'est-à-dire c'était rapide, c'était les scènes de temps, de décision, de transplantation, de prendre. Oui, mais la pièce, le texte est comme ça, c'est à couper le souffle, je trouve. Et puis, moi, j'aime le théâtre quand il donne au spectateur la possibilité d'imaginer. Et comme je montre rien du tout, j'ai juste un drap qui est posé sur 2 chaises. Et les 2 chaises servent à faire l'entretien. Je me suis dit, pour qu'il y ait de la force dans la transposition qui attrape de ce texte, il faut s'adresser au public comme s'ils étaient les parents à qui on vient de dire, bon, vous ne pouvez pas imaginez que votre enfant est mort parce que vous le voyez respirer, le cœur bat, il est chaud, il a la peau encore qui a toutes ses couleurs. Vous ne pouvez pas imaginer qu'il est mort, mais il est mort. Parce que le cerveau ne fonctionnera plus jamais, il est en voie de destruction. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il donne ou il ne donne pas ses organes? Et évidemment que les parents ne peuvent pas répondre à cette question-là, que la plupart du temps on n'en a jamais parlé, que c'est horrible et que c'est impossible de répondre. Mais je me suis dit, il faut pouvoir, pour avoir la force du roman, il faut mettre le spectateur dans la position du parent. C'est pour ça que moi, je viens avec une blouse blanche, je mets la chaise à cette distance-là du premier rang, et je pose des questions de l'infirmier, et que les parents qu'on entend répondre, les voix sont diffusées depuis derrière, comme si vous étiez dans le bureau. Et donc les spectateurs se posent la question. Et c'est insupportable. Je pense qu'il n'y a pas de pire question pour des parents que cette question-là. C'est pourquoi, et j'ai fait aussi beaucoup de rencontres comme là aussi, l'action qui consiste à sensibiliser tout le monde, c'est passionnant, et aussi de savoir, moi je découvre que donc en Tunisie c'est sur la carte d'identité, il y a un registre des refus aussi, et quelle est la proportion de refus lors des entretiens? En France c'est 1/3. Ça change, ça dépend des années. On va appeler quelques chiffres par la suite, si tout est vu. Mais bon, peut-être j'ai quelque chose à dire en 2019. La vérité, donc, l'histoire a commencé en 2017 pour le colloque France Magnifique. Vous avez assisté à. J'ai été frappé par un sondage qui a été effectué par le Centre national pour la promotion de la transplantation d'organes. J'ai été frappé par un chiffre. C'est-à-dire le Tunisien est favorable au don d'organes dans 77% des cas. Mais de l'autre côté, donc c'est paradoxal, on a un taux de refus qui dépasse 90% en 2017. Donc il fallait analyser donc, ces deux chiffres. Donc mon diagnostic c'était c'est un problème de sensibilisation et c'est un problème de confiance. Et on a travaillé bien sûr avec une petite approche participative, surtout en matière de sensibilisation. Donc on a impliqué les médias. Ce n'était pas des campagnes de sensibilisation épisodiques, c'était continu dans le temps. Donc on a invité la société civile après la révolution à un impact qui est très très important pour la société civile et les associations des malades. Et comme ça, avec cette approche, bien sûr, on a amélioré, donc en utilisant bien sûr les méthodes de sensibilisation, on a changé un petit peu notre méthodologie. Et donc là, en 2018, on a donc, des chiffres de refus aux alentours de 4,25, mais en 2019, on a, je pense, un pourcentage de refus de 60%. 62 La citation pour cette année, 48%. Voilà, donc le taux de refus, c'est 58%. Donc vous voyez, donc, on a une réduction qui est tout à fait encourageante, etc. Et pour, juste un petit mot, pour la confiance de la population, c'est après la révolution, donc un manque de confiance dans tous les établissements publics, y compris bien sûr les hôpitaux, etc.
Et là, donc, bon, c'est pas mon analyse, mais je vais vous rapporter l'analyse du professeur Hafid Mestil. Donc, on a essayé de communiquer nos résultats. On a dit voilà, on a fait un prélèvement, par exemple à la Beule, mais on a transplanté à Sfax, on a transplanté etc. Et c'est comme ça qu'on a gagné la confiance de la population. Donc, je reviens, donc, c'est une activité qui est multidisciplinaire, heureusement. Bon, c'est la conjonction des efforts des équipes, bien sûr, médicales, paramédicales, des équipes administratives. Hein. C'est très important. C'est avec cette approche qu'on a pu, bien sûr, faire quelques exploits. Et ce sont des exploits, c'est pour la première fois qu'on a réalisé ça, et je l'ai dit avec modestie, bien sûr, c'est pour la première fois. Donc, sachant en 1993, je pense qu'on a fait au maximum 3 transplantations cardiaques. Et là, en 2019, on a fait 7 transplantations cardiaques. Donc, je pense que c'est un exploit. Donc, il faut rester, bien sûr, dans la même piste, dans le même sens. Et c'est pour cela qu'on toujours sollicite l'aide de tout le monde avec cette approche, petite approche participative. Tout à fait. Alors, j'attends quel était l'échange avec le spectateur tunisien. Est-ce que vous disiez dans les interviews que j'ai eues, bon, j'ai pas eu la chance d'assister à votre spectacle hier, mais il y avait des gens qui quittaient parce qu'ils étaient émus, parce qu'ils ne pouvaient pas supporter la suite. C'était d'un détail, d'une précision qui ne laisse personne indifférent. Ben, c'est un spectacle où il m'est arrivé d'avoir des malaises effectivement dans la salle, parce que je crois que la force de l'imaginaire, justement parce que je ne montre rien, il n'y a pas une goutte de sang, il n'y a rien, juste une blouse blanche, et il y a les mots qui sont extrêmement précis, et parce que ça met des spectateurs à un degré de questionnement sur le sens de la vie, la mort, qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'on transmet, enfin, toutes ces questions-là, voilà, certains se sentent, on m'a dit tout à l'heure que quelqu'un hier avait presque fait un malaise, je sais que voilà, ces interrogations font ça, mais parce que c'est le pouvoir des mots et de l'imaginaire. Quand tout est faux, on le sait au théâtre, on sait très bien que tout est faux. Voilà, on a une représentation, mais dès lors qu'on y croit, on peut partir très loin et se mettre en état de... Donc c'est dur de se sentir concerné. Bah, je crois que ce sont des questions qui bouleversent tout le monde. Et quand on sait en plus qu'on a plus de chances d'être dans la position d'un demandeur, d'avoir besoin d'un organe, que d'être dans cette position horrible qu'on décrivait tout à l'heure, de devoir accepter ou non de donner des organes à un proche, on sait bien que voilà, la vie, ça tient à ça et tout le reste. Est-ce qu'en dehors de la lecture de l'interprétation de ce livre, est-ce qu'il y a une petite recherche? Parce qu'il y a des précisions, il y a un mort cérébral, il y a ischémie, il y a des... Ah oui, moi je connaissais pas du tout tous ces mots avant. J'ai ouvert le dictionnaire, j'ai rencontré des chirurgiens, notamment un chirurgien à l'hôpital Charles-Nicolle de Rouen, et à qui je posais plein de questions, parce que pour mettre en scène, je ne voulais pas... Comme l'autrice, Maëlys de Kerangal, elle a beaucoup enquêté. Elle a assisté à une greffe. Elle parlait d'un vécu aussi. Oui, alors pas personnellement et pas avec de proches, mais elle a un frère chirurgien et elle est allée au bloc pour voir. Et elle a beaucoup enquêté, elle fait toujours ça, elle enquête énormément. Et donc tout est juste dans le roman. Et moi, pour le mettre sur un plateau, il ne fallait pas que je fasse de conneries non plus. Donc ce chirurgien m'a proposé, au début je lui demandais des images du corps, parce que le héros de ce livre, on disait, c'est pas Simon qui donne son cœur, c'est pas Claire qui va le recevoir, c'est peut-être le personnel, c'est peut-être le cerveau. Alors le cerveau est mort dès le début, mais c'est peut-être toute l'équipe et la prouesse hospitalière, mais en fait le héros c'est la vie. Le héros c'est la vie qui continue. Elle s'arrête d'un côté, elle continue ailleurs, elle continue. Et on s'est dit, moi je lui ai dit, ok, j'ai besoin de... Je pouvais raconter l'histoire avec rien, mais je lui disais, c'est quand même une histoire du XXIe siècle, c'est récent dans l'histoire, ces prouesses, ces exploits dont vous parlez qui avancent dans tous les pays. Et je disais, il faut qu'on ait quelque chose qui montre que c'est actuel. Et donc je voulais un peu de vidéo, et donc quelques images qui sont projetées, et je lui ai dit, tu me trouves des images de la vie. Et qu'est-ce que c'est la vie? Et bien du coup on a demandé à ce chirurgien qui allait, que ça a amusé, il nous disait, ce week-end j'ai fait des examens, tiens je te les envoie. Alors on avait une image du cerveau, je ne sais plus comment s'appelle le nom du logiciel, où on peut choisir, comme la position de la caméra à l'intérieur du corps,
près de tel ou tel organe, tu pivotes de 180 degrés, tu sors, et on peut partir de l'intérieur des organes et ressortir jusqu'à la reconstitution de la peau. Et je me suis servi d'images comme ça, qui sont projetées pendant le spectacle, ou même le moment où la mère apprend la mort de son fils et qu'elle doit décider. On s'est servi d'une image des connexions à l'intérieur du cerveau. On a bleuté, on a l'impression d'être dans une galaxie. Mais ça, c'est simplement une image de la pensée qui s'arrête dans un cerveau, tel qu'on peut l'avoir en imagerie médicale. Et je me suis dit, tiens, ça correspond. Et ça donne comme si on était perdu au milieu de l'univers. On trouve une poésie aussi dans l'imagerie médicale qui est incroyable quand on n'est pas soi-même concerné et qu'on l'utilise comme ça. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez chuchoté un mort? C'est un moment qui moi m'avait bouleversé à la lecture. C'est à savoir qu'il y a des rites comme ça, on sait que la personne est décédée, mais cet infirmier, il prend la mission du message de la famille pour transmettre quelque chose. J'ai entendu beaucoup de messages comme ça, quand ça arrive, ou des proches, des frères et sœurs qui dessinent et on pose le dessin tout près. Enfin, comment on accompagne tous ces rituels sur voilà, la fin de vie, c'est bouleversant et ça me touche beaucoup ce moment. Donc, temps de vivre, mourir, discuter cette mort, décider, transporter, transplanter, la notion de transplantation, la notion de prendre, pas pour prendre, mais prendre pour donner, prendre un organe qui est vivant dans un corps mort, cérébralement mort, pour donner la vie à quelqu'un qui est à 2 pas de la mort. Oui, c'est la générosité absolue en fait, parce que moi je me suis demandé aussi pourquoi ça m'intéressait autant cette histoire, et c'est que je trouve que dans les modèles qu'on a dans les pays occidentaux ou quoi, c'est des modèles soit d'argent, de célébrité, et on passe notre temps à trouver un sens à la vie. Et voilà, c'est un peu... voilà, c'est en permanence, ça recherche la célébrité, l'argent et un peu de sens à tout ça. Et le don d'organes, c'est le contraire de tout ça. C'est-à-dire, c'est anonyme, c'est gratuit, mais c'est un sens absolu, ça donne la vie. Et je trouve que c'est un contre-modèle qui est tellement plein de sens, et c'est ça qui redonne foi en l'humanité. Donc c'est des gens qui ne connaissent pas... voilà, oui, c'est plus facile de dire bah non, mon enfant est mort, on ne va pas rajouter. Et d'ailleurs, c'est pas un jugement moral. Moi, j'ai rencontré une infirmière, elle n'était pas là, mais c'était en tournée en France, je ne veux pas dire dans quelle ville c'était, mais il y avait ses collègues qui étaient là. C'est quelqu'un qui, pendant des années, a milité pour le don d'organes. C'était sa vie. Et un jour, elle perd sa fille, qui est en accident, qui est en état de mort encéphalique, et donc on lui demande est-ce que ta fille, elle donne cet organe ou pas? Elle n'en avait pas parlé avec sa fille. Et elle a été incapable de dire ok, on prélève et on donne. Donc évidemment, ça remettait en cause toute sa vie, son engagement, mais c'était dire aussi que, voilà, je comprends qu'on puisse dire, moi je n'ai pas été confronté à ça, mais simplement quand on est confronté à ça, à se dire j'accepte qu'on ouvre le corps, qu'on prélève, qu'on referme, c'est fait avec tout le respect absolu nécessaire, mais qu'on a juste de donner cette gratuité absolue, cette générosité, ben ça redonne foi en l'humanité. Donc le théâtre peut servir de catalyseur à des problèmes de société, oui, comme le cinéma, comme dès qu'on raconte une histoire, bien sûr, ça fait réfléchir. Alors, qu'en est-il de vous? C'est-à-dire, la notion du don d'organes, non, vous pas personnellement, non, par rapport au don d'organes, avant et après cette... Eh ben moi, j'ai retrouvé une carte, on a une carte de donneur aussi que j'avais eue il y a des années, et avant la loi qui dit qu'on est tous maintenant présumés donneurs en France, et j'avais noté à l'époque, pas les yeux, parce que j'avais peur, je sais pas, j'ignorais tout, et depuis que j'ai appris que c'était cette membrane comme la cornée comme le verre d'une montre, on m'avait dit, je dis ah oui, c'est juste que ça change même pas l'aspect du défunt, je dis bien sûr, prenez tout. Et ce qui est beau, c'est que quand je joue souvent ce spectacle devant des élèves, il y a des classes entières qui ont vu le spectacle souvent, et ça continue encore, et on gardait des cartes de donneur, même si elles ne servaient plus vraiment à grand chose, et en sortant, mais ils les prenaient tous, ils prenaient leur carte de donneur en disant moi je donne tout. On dit non, toi tu vas
vivre longtemps, tout ira bien. Et il y a 1% parmi vous qui peut-être sera en état de mort encéphalique un jour. Et parlez-en autour de vous, de vos parents, si jamais. Le cœur est le siège de l'amour et des émotions. Il y a un investissement dans la dimension symbolique du cœur. Et là, par rapport à la transplantation du cœur, en santé de l'amour, vous parlez de vie, en santé aussi dans tous les mouvements que vous étiez en train de jouer, aussi l'interprétation. Vous préférez aussi, si vous étiez, mais les personnages, il y avait combien de personnages? Et toujours, je reviens vers vous avant et après, par rapport au don d'organes, la notion de don d'organes et de transplantation. Je ne vois pas bien la question, mais... On reste pour la première chose. Ouais. Le cœur est au centre de ce spectacle, par rapport à donner la vie à quelqu'un, c'est par amour donner la vie. Quand vous avez chuchoté aussi, vous avez parlé de l'amant je pense, sa fiancée, ouais. Ou sa mère, ou ses parents qui ont pris la décision juste après. Donc, aussi, comme je viens de le dire, le théâtre est un catalyseur. Donc, l'amour, le cœur était au centre de ce spectacle. Bien sûr. Ce que voulez-vous transmettre en dehors de cet amour, et est-ce que vous continuez dans cette voie par rapport au don? Oui, moi je... Il y a un engagement personnel. C'est un engagement personnel dans la mesure où... De jouer... Ouais, moi j'ai un immense bonheur à jouer ce spectacle et c'est devenu une sorte de manière de convaincre aussi les gens, parce que c'est devenu une conviction. Mais plus que de convaincre, que chacun se fasse un avis. Ce qui est important, c'est autant de dire moi je donne pas que moi je donne. Parce qu'on a envie que les gens soient donneurs, mais au moins éviter ce moment de drame total où les gens ne savent pas. Juste prenez une décision, parlez-en avant, c'est réglé en quelques minutes. Et je me souviens d'ailleurs pour les jeunes, c'est surprenant comme ils ont très envie de se positionner et si on amène la question comme ils en parlent très facilement. Je me souviens d'une fille de 17 ans qui avait vu le spectacle avec sa mère, qui travaillait dans un théâtre. Et sa mère disait, bon, elle est adolescente, elle aime personne, on est tous des cons, le monde l'emmerde, etc. Et elle voit ce spectacle avec sa fille, et sa fille, dans la voiture au retour, lui dit, au fait, moi je donne tous mes organes, et en fait, cette mère a été bouleversée de faire connaissance avec une décision d'adulte de sa fille. C'est une manière de se présenter, de se positionner dans le monde, de donner ou pas, je trouve. Et elle a voulu prendre une décision au-delà de juste une adolescente égoïste qui merde tout le monde, etc. En dehors de la scène, mais en dehors du théâtre, est-ce que vous en parlez? J'en parle pas tous les jours, j'en ai parlé une fois, non, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est très pratique, c'est pour ça qu'il faut en parler. Vous en parlez une fois, après c'est fini, vous oubliez. Mais c'est vrai, bien sûr, c'est ça qui est facile à faire. C'était ma dernière question avant de donner la parole à ceux qui ont regardé la pièce. Alors, je ne sais pas s'il y a un autre baladeur dans la salle. C'est bon, ma voix est... Vous avez un micro. Alors, merci pour ce... Là-bas. J'ai oublié quelque chose, Non, je vais parler uniquement concernant la pièce de théâtre, c'est pas... Donc tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour cette pièce, parce que vous avez incarné une incarnation de plusieurs personnages dont le but et le profil n'est pas le même du tout. Lorsque vous parlez avec le médecin, on sentait le médecin devant vous. Lorsque vous parlez avec la famille, le père qui était un peu agressif au départ, c'était le père qu'on voyait devant nous. Donc chaque fois vous vous transformez, mais je pense que le meilleur personnage c'était Thomas, parce que je ne sais pas pourquoi, mais c'était la personne la plus... L'infirmier coordinateur, oui, c'est ça. Donc tout d'abord, je voudrais commencer par le premier paysage qui était dans le paradoxe. Lorsqu'il entre, il prend son peu de surf, il entre dans la mer, dans le noir, il laisse la terre derrière lui. La terre, c'est la vie en tout cas. Il entre dans l'océan qui est noir et qui est l'inconnu. Donc on présume qu'il va se passer quelque chose. Mais non, il retourne, il prend sa voiture, il fait un accident avec la voiture, et c'était le seul qui est mort dans l'accident. Donc ça, c'était très important, dans le sens, le paradoxe entre la vie et la mort, c'était très important. Il y avait une parole que j'ai appréciée, la mort cérébrale, je ne pense plus, je ne suis plus. Ça,
C'est très important pour les gens qui comprennent ça. C'est ça la définition d'un mort cérébral en fin de compte. Je ne pense pas, donc je ne suis plus. C'est fini, on maintient les organes quelques heures et c'est fini. Juste quelques remarques concernant les bras. Lorsque vous avez positionné les bras et vous mettez votre main, on dirait vous touchez le cœur, je me voyais faire les ajustements, je voulais voir le cœur, il est où le cœur exactement. Donc, il a joué sur des facteurs, c'est très simple la pièce allemande. Deux chaises et un bras, c'est fini. Hein. Il vous a impliqué. Et j'étais en direct, j'étais en train d'opérer, oui, j'étais là. Je voyais le cœur bouger, tout ça. Et juste, il faut que je dise quelque chose avant. Lorsque vous avez approché la famille, Thomas a approché la famille, et le père se demandait pourquoi vous me demandez qu'est-ce qu'il voulait faire avec ses organes. Vous avez répondu, Thomas a répondu, on parle de personne et non pas d'organes ici. On voulait savoir le souhait de la personne. On n'est pas en train de rechercher des organes, on cherchait le souhait de la personne, ce qu'elle voulait faire. Et ça, je pense, c'est un truc très important pour les familles des donneurs. C'est pas un mort, c'est une personne. C'est pas juste du matériel qu'on va prendre, qu'on va greffer. Mais c'est toute une vie derrière ça. Et il y a des pensées, des trucs. Il faut respecter deux vivants, ce qu'ils voulaient faire d'eux. Et à la fin, donc, le fameux chirurgien italien m'a plu. Franchement, c'est parce que vous avez reconnu un collègue. Peut-être, j'ai reconnu un collègue, parce que je me voyais parce que j'étais plus jeune, donc pourquoi pas avec les lunettes et tout ça. Je n'avais pas aussi de prouesse. Mais bon, merci. C'était magnifique concernant c'était sublime, surtout la mise en scène était simple, mais tu étais dans chaque. On était à l'hôpital, on était à la mer, on était dans chaque place. Merci de votre critique. Vous racontez les rôles des autres, des 5 personnages ou de plus. Alors, il faut que la lumière reste éteinte. Pourquoi n'allume-t-on pas? Oui, moi je suis un passeur de tous les personnages, c'est ça qui est amusant à faire, c'est juste de les jouer, ouais, parce qu'il y a une grande sobriété, enfin c'est très, le livre est tellement respectueux de la réalité, de comment ça se passe, il est surtout élégant, le livre. Il est très, très fin et avec beaucoup d'essence, je trouve. Et si moi je commence à faire le malin, et pour jouer une femme, à en faire trop, ça va faire rigoler, il fallait rester sobre. Et pour Thomas, c'est vrai que c'est un peu mon personnage préféré. En tout cas, je joue rien du tout, je me suis dit comment je fais moi. J'ai pas de personnage. C'était vraiment c'est bouleversant ces entretiens. J'ai un peu de lire et je trouve que c'est quelque chose d'humain. Oui. Si vous permettez, voilà. Je vous remercie pour le débat et pour la présentation et tout ça. Donc, un premier match pour les greffés. J'ai écrit les greffés comme les poètes qui sont ce qu'on appelle les condors qui ne meurent jamais. C'est cet espoir-là. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point qui est le plus important, lorsqu'on parle de sensibilisation, si on parle aussi de culture, on parle aussi d'éducation. Est-ce que, moi, je prends le cas de la Tunisie, enfin le monde entier, est-ce qu'on insère ça dans l'éducation pour les jeunes, dans les cours civiques, si vous voulez bien, scientifiques, tout ça, parce que c'est une mentalité. Et pour évoluer cette mentalité, faire évoluer cette mentalité, il faut ce qu'on appelle cet esprit-là, l'esprit d'humain, c'est le plus important. Deuxième point, et c'est un point aussi on parle toujours, lorsqu'on soulève un problème, on parle de coût, on parle de gain, on parle de quoi, mais on sort des hommes, on sort des êtres. Donc il fallait, pour le ministère je pose cette grande question, est-ce que dans tous les domaines, on ne pense jamais à investir dans la recherche? Lorsque je dis la recherche scientifique, c'est aussi le maîtrise de ces technologies-là qui nous permet
de gagner le temps et l'argent. Ça, c'est très important. Est-ce que dans notre ministère de Santé, la Tunisie, je parle bien, quel est le taux qu'on investit pour la recherche, je dis bien la recherche scientifique, médicale, ce que vous voulez, et surtout parce que maîtriser la technologie, c'est aussi créer cette technologie-là. Si on crée la technologie, on avance, on gagne du temps. Au lieu de faire d'opérations 10 heures, enfin, moi je ne suis pas médecin, mais c'est la maîtrise, le savoir, la maîtrise de la technologie, on gagne du temps. Et c'est très important, parce que le temps nous fait gagner des humains qui vont mourir incessamment. Je vous remercie. Merci, bon, je vais apporter une poche de réponse. Je ne suis pas ministre de la Santé, mais de toute façon, rassurez-vous, donc la transplantation d'organes et de tissus en Tunisie, c'est un axe stratégique pour le ministère de l'Action. Ça, c'est sûr. Et bien entendu, pour la recherche. Donc, on encourage en Tunisie la recherche. Je ne sais pas avec quel taux d'investissement, je ne sais pas. Mais de toute façon, à chaque fois que je vois un ministre, il dit voilà, c'est un axe stratégique, etc. Pour la sensibilisation, bien sûr, c'est très important. Et là, on a une petite expérience avec le ministère de l'Éducation. On a essayé de préparer donc, un texte pour le centre. Là, il y a un groupe pédagogique parce que ce n'est pas très facile de faire ça. Donc, il faut beaucoup de réflexion. À quelle année on va introduire, bien sûr, ce texte. Comment préparer ces enfants-là pour accepter, parce que parfois, il y a des termes qui sont relativement choquants, etc. Mais il y a un programme en collaboration avec le ministère de l'Éducation. Et juste un petit mot, bon, j'ai dit tout à l'heure, donc en médecine, on dit toujours le bruit ne fait pas du bien et le bien ne fait pas de bruit, sauf en matière de sensibilisation. Il faut faire des bruits. Merci. À vous, Emmanuel. Je repense à une chose qu'on dit beaucoup justement pour la pédagogie, pour la sensibilisation, quand je rencontre des jeunes dans les lycées suite au spectacle. Il y a une chose qu'on leur dit à chaque fois, c'est tout le monde, les adultes aussi, on est tous scotchés à nos téléphones portables. Il y a des applications, parfois même sans les installer, mais qui sont déjà dans les téléphones. Samsung là, je crois qu'Apple là, etc. Où il suffit d'inscrire dedans si on est donneur ou non. C'est-à-dire que, en gros, vous tombez dans la rue, on ramasse votre téléphone, on n'a pas le code, mais on appuie dessus pour appel d'urgence, on accède à la fiche médicale. Et donc, à chaque fois, on dit aux élèves, remplissez votre fiche médicale. Vous indiquez du coup votre groupe sanguin, si vous avez des allergies, des traitements, des opérations, donneur, oui ou non. Comme ça, ça permet d'en parler. Ils en parlent, et c'est fait, et tous les secouristes gagnent du temps, ça peut sauver des vies. Et voilà. Donc, une bonne raison de bien utiliser les téléphones portables. Donc, une petite question complémentaire pour M. Noblet par rapport justement à cette question d'éducation. Justement, vous avez été en classe, alors je comprends que c'est des lycées, est-ce que ça a été des collèges, est-ce que vous avez posé des questions avec des équipes pédagogiques pour savoir à partir de quel âge vous pouvez montrer ce spectacle et comment ces élèves ont été préparés en amont ou ont discuté ensuite? En général, c'était à partir du lycée. Avant, c'était des initiatives personnelles de parents qui emmenaient leurs enfants, mais c'est plutôt à partir du lycée. Et en préparation, ils avaient vu soit certains films, soit travailler avec leur professeur de français sur le roman de Dr Marlon. Merci pour tous ces témoignages et pour cette discussion très riche. En fait, là, je relève un tout petit peu le vécu du médecin dedans. Parce qu'on le voit très mal, on le voit peut-être un tout petit peu caché en ne voulant pas faire trop de bruit, comme le dit le professeur Guerguet. C'est vrai que moi j'ai découvert la nécessité de la greffe peut-être en étant externe en la deuxième année. J'ai démarré mes études médicales et depuis je suis très passionnée et je fais en sorte d'apprendre tous les jours quelque chose de plus. C'est vrai que de ma position de médecin, j'ai aussi choisi à un moment donné d'être donneur moi aussi. Chose importante, pourquoi ? Moi qui connais très bien le rouage de tout ce qui se passe en amont de tout le don, moi qui observe les malades venir avec des insuffisances d'organes, avec les organes complètement défaillants, quel que soit le cœur, le rein, le foie, et qui voient les gens souffrir d'un côté,
Je vois aussi de l'autre côté des membres encéphaliques qui partent parfois avec des refus des familles. Donc je vois des deux côtés. Et à un moment donné, c'était très important de se poser la question et de choisir sa position de son propre vivant pour être donneur ou ne pas être donneur. C'était quelque chose de très important. Nous, au moins, en tant que cadre médical, en tant que cadre paramédical, on le vit d'une façon assez particulière parce qu'on se met de deux côtés. Parfois, on a les malades qui ont besoin d'être greffés, mais on a aussi ces jeunes-là qui viennent parfois en détresse, particulièrement en Tunisie parce que c'est une pathologie extrêmement grave et extrêmement traumatisante. C'est des victimes des accidents de la route qui arrivent classiquement en mort encéphalique les plus fréquemment. Et on voit aussi ces malades-là qui s'aggravent, qui se détériorent, mais qui gardent quand même un foie qui pourrait être la solution pour un malade, qui garderait un cœur qui pourrait sauver un 40 ans, père de 2 enfants, et qui pourrait avoir toute la chance d'avoir encore 30 ans à vivre, qui pourrait aussi être le salvateur de 2 personnes en ayant le moyen d'avoir une greffe rénale. C'est vrai que c'est une position très difficile parce qu'on balance des deux côtés. Moi, je suis urgentiste, je côtoie les deux catégories de malades. Et donc, un jour, je suis à la recherche d'un malade à transférer en milieu de réanimation pour préparer une greffe hépatique. Le lendemain, je suis là à déclarer un mort encéphalique et à chercher une place pour convaincre la famille et pour préparer un don. Donc, réellement, c'est une position qui est assez particulière. On devrait au moins en parler peut-être un peu plus fréquemment, on en parle de plus en plus actuellement lors de la sensibilisation. Nous sommes au centre d'une activité qui est très intéressante, qui est très valorisante aussi bien pour nous que pour la société. Il faut peut-être en parler dans ce sens-là en termes de sensibilisation. On peut transmettre beaucoup de bonnes idées sur la greffe, comme on peut en faire quelques difficultés. Parfois, on peut créer des difficultés pour cette activité dedans. Mais avoir les équipes, surtout que je travaille dans l'hôpital où se font les greffes cardiaques, avoir les équipes de greffe qui s'activent à minuit 30, ramenant un cœur en courant, c'est vraiment émouvant. On trouve difficilement ces mots. Et aller revoir à 7 h du matin après la greffe, tous encore réveillés et pas encore prêts pour partir s'endormir, c'est encore plus valorisant pour toute l'activité qu'on fait tous les jours. Merci pour tout ce que vous faites. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Merci à la présidence. Merci à vous, Emmanuel. Très bien. À vous la parole. Oui, merci. En fait, je voulais savoir pourquoi il y a une telle réticence par rapport au don d'organes. Et puis autre chose, moi j'ai fait refaire ma carte d'identité il y a une année et on ne m'a pas présenté un formulaire me demandant si j'étais donneuse de mes organes ou pas. Des questions difficiles. Donc c'est pas la loi, donc le formulaire doit exister bien sûr à la police, ça c'est sûr. Hein? Mais ne vous inquiétez pas madame, on a le site www.cmpto.tn, vous pouvez l'étaler bien sûr, l'imprimer et le remplir bien entendu. Deuxième question, j'ai oublié. Pourquoi cette réticence? Ah là, il faut un autre débat, hein, une question pour dire voilà. Mais bon, je pense que je vais faire des autocritiques. Je pense qu'on n'a pas suffisamment fait pour la sensibilisation du grand public. Donc le citoyen ne se voit pas dans le programme de don de transplantation d'organes. C'est la mission du Centre national pour la promotion de la transplantation d'organes pour changer, bien sûr, notre méthode de sensibilisation, pour solliciter tout le monde, parce que ce n'est pas un problème uniquement de santé, le don de la transplantation d'organes. C'est un problème de société. Voilà. Merci, Dr Guéguer. Un mot de fin, je vous laisse, Monsieur Emmanuel Langlais. Je ne sais pas si j'ose en parler, mais en France, on sait que le nombre de donneurs a beaucoup baissé avec la sécurité qui a augmenté dans les voitures, et avec le port de la ceinture obligatoire et le port du casque obligatoire. Et
Et au fur et à mesure que la sécurité... La mort cérébrale. Oui, et du coup, on sait qu'il y a moins de donneurs depuis que les voitures sont plus en sécurité. Et moi, quand j'arrive ici et que je veux mettre ma ceinture, on me dit non, on la met pas, et que je croise des motards qui n'ont pas de casque, j'entends des blagues de médecins qui, avant les week-ends où tout le monde part et qu'il y a plein de monde sur les routes en France, avant ils disaient « Ah, c'est bien, on va remplir les frigos d'organes ». Ils disaient ça. Donc c'est paradoxal, mais plus il y a d'accidents sur les routes, et moins on se protège, plus ça fait des donneurs, donc il faut en parler, parce que dans ce malheur-là, il y a la chance que la vie se transmette. Comme vous parliez dans un joli poème, je me souviens d'un chirurgien qui parlait d'alchimie, et il disait que de l'alchimie, que du plomb, de la douleur des familles, ils en faisaient de l'or pour ceux qui vont continuer à vivre. Je vous remercie Emmanuel Noblet pour votre présence et pour ce que vous avez présenté hier et aujourd'hui par ce débat. Merci docteur et professeur Gaguerre, merci beaucoup de m'avoir aussi donné cette occasion d'être parmi vous et de parler de ce sujet. Merci à la présence et j'espère que beaucoup d'espoir concernant la transplantation, le don d'organes et aussi changer la mentalité dans notre société par rapport au don d'organes. J'espère que tout le monde applique la loi pour mettre la ceinture, mais en même temps aussi donner la vie à ceux qui en ont besoin. Merci beaucoup. Thank you.